On est tout bon. Let's go. Bah écoute, Thomas, je suis très heureux de t'accueillir sur mon podcast. Ça fait, pour la petite histoire, un petit moment que je te suis sur LinkedIn. Tu es un des rares coachs que je suis attentivement et que je lis avec plaisir. Et c'est un vrai compliment parce que je trouve qu'on lit pas mal de choses inintéressantes sur LinkedIn. Mais toi, tes posts, je les lis toujours avec vraiment un grand plaisir. Donc je voulais t'accueillir et je pense qu'on va avoir plein de sujets. Donc merci d'être là aujourd'hui. Avec plaisir, Boris. Très touché par ton message et puis ravi d'enregistrer cette conversation avec toi. Trop cool. Bah écoute, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots sur qu'est-ce que tu fais, qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, avec plaisir. Thomas, moi j'ai 39 ans. Je suis l'heureux papa de deux petites filles qui s'appellent May et Nora, qui ont 5 et 7 ans. Et je vis avec leur maman depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc je me Ok. considère comme un homme familialement heureux Hmm, et épanoui, indépendamment des challenges d'avoir deux petites hmm, filles. Mais ça me définit pas mal. C'est hmm. un pilier structurant chez moi. Ok. Euh, et hormis ça, moi, ce qui m'anime dans la vie, c'est le coaching, profondément et passionnément, presque vocationnellement, je dirais, à tel Hmm, point que je le pratique depuis une quinzaine d'années en entreprise, une dizaine d'années à ok. titre individuel, et depuis peu, j'ai franchi le cap de l'enseigner, puisque j'ai ouvert mon Hmm, école qui s'appelle les Sommets du Coaching en septembre dernier. C'est la dernière, enfin, c'est la dernière marche en date sur ok. le chemin du coaching. Donc voilà, c'est ça qui m'anime. Trop bien. Trop cool. Trop cool. Et ce que j'aime beaucoup dans ton parcours aussi, c'est que tu es multicasquette, que tu as une casquette de coach, tu as une casquette de formateur, tu as une casquette de conférencier, tu es aussi adepte de sport en nature. Je sais que tu as fait un ultra trail un peu de fou là il y a quelques temps, j'avais lu un peu comment ce que tu as fait. Tu es papa, tu as une vie bien remplie en tout cas. Comment tu fais pour jongler entre tout ça? C'est une belle question. En fait, je pense que la première des choses, c'est j'ai beaucoup travaillé pour accepter que c'était structurant pour moi, en fait. Je suis quelqu'un qui a besoin Hmm, de profusion dans ma vie. Donc déjà, ça, comment je fais pour dealer avec ça? C'est que j'ai pleinement accepté que je me nourrissais de la profusion. En tout cas, et donc, ok. euh, vu que je partage ma vie avec quelqu'un qui a ce besoin aussi, bah, ça nous amène tous les deux à avoir une vie et remplie et alignée. Donc, Hmm, c'est très juste pour nous que de vivre beaucoup de choses. Euh, donc ouais, je dirais que ça a été ça. Et après, ben, moi, je vis vraiment avec la notion de une vie, c'est trop court, quoi. Il y a trop hmm, de choses tellement incroyables à découvrir. Donc c'est clair que tout ça couplé avec un trait de caractère chez moi qui est un peu, quand je découvre quelque chose qui me passionne, je suis un peu un abruti absolutiste. ok. Donc je vais jusqu'au bout du jeu. Euh, donc tout ça mis bout à bout, ça fait que ouais, je m'engage dans pas mal de sujets. Ok, quand tu dis t'es un peu un abruti absolutiste, c'est quoi? C'est que tu vas à fond et quand sur un sujet, t'es tellement passionné que tu ne peux pas t'empêcher d'y aller pleinement, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, et je crois pas que ce soit forcément une très bonne chose, mais c'est clair que quand je commence à la course à pied, au bout de 2 semaines, je me dis, ben, ah, le trail, ça a l'air bien. Puis au bout d'une autre semaine, je me dis, bah, c'est quoi l'un des trails les plus durs de la planète? Ok, bah, c'est le Ouais. Thor des Géants et c'est 330 km. Ah, ok, ça a l'air cool, ça. Tiens, comment on fait pour faire ça? Donc, ouais, ah, tiens, j'aime bien écrire. Tiens, ça ressemble à quoi d'écrire un bouquin? Ou, ouais, j'aime bien les confs. Hmm. Bah, c'est quoi? Enfin, donc, ouais, il y a un peu un pattern de, c'est quoi moi, j'aime bien cette expression dans ma vie, c'est quoi le boss de fin du jeu de ce sujet-là? Et j'aime Ah, bien ok. aller me confronter au boss de fin du jeu. Ok, ultra intéressant. C'est quoi, selon toi, ta méthode pour y arriver? Parce que quand on entend ça, tu vois, d'un œil externe, on se dit, putain, écrire un bouquin, je sais pas combien de Français ont un rêve d'écrire un bouquin, Hmm. faire une course de dingue, je ne sais pas combien de personnes ont un rêve d'en faire. On t'entend, on se dit putain, c'est presque facile, il y va et qu'est-ce que tu fais pour que en fait tu arrives tu vas mettre en mouvement tous ces projets et y arriver? Ouais, bah, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. C'est la thématique du bouquin et du TED que j'avais donné. Et pour avoir accompagné beaucoup de personnes sur ce sujet de comment on avance vers ses rêves ou ce qui nous fait envie, Ouais. et qui m'aide beaucoup, moi, en quelques mots, c'est je suis convaincu que tous nos rêves reposent sur deux piliers, l'être et le faire.
Et Hmm. le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on est très bon dans un des deux piliers. Certains, ils excellent dans l'être, tu vois, ils se posent beaucoup de questions d'introspection, mais le Hmm. problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui avance. Et puis d'autres sont très bons sur le volet du faire, c'est-à-dire qu'ils remplissent leur journée, mais ils ne sont pas forcément capables de déterminer au service de quoi je peux le faire de manière alignée. Et donc, moi, je crois avoir pris beaucoup de temps, d'énergie, d'argent pour me faire coacher et me former pour essayer de développer ma capacité à être bon sur les deux niveaux. Donc, je crois Hmm. avoir une capacité à être très au clair et conscient de ce qui est juste pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette vie, c'est quoi les besoins qui sont structurants que j'ai envie de nourrir, et j'essaye de les coupler euh, à pousser très loin l'optimisation dans le faire. Donc, c'est clair que ma vie, elle est rythmée, cadencée, il y a des processus pas mal. Et je le vis bien parce que pour moi, c'est au service de ce que j'ai envie d'être ou d'accomplir. Donc, pour moi, ce sont ces deux piliers-là sur lesquels j'ai cherché à pas mal bosser, l'être et le faire. Hmm. C'est vachement intéressant. J'aime beaucoup. Moi, c'est un sujet qui me passionne. J'ai été beaucoup, tu vois, un moment dans ma vie, dans le faire quand j'étais dirigeant de start-up. Parce Ouais. que levée de fonds, hyper croissance, test and learn, et bap, 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 tu vois le rythme un peu effréné, jusqu'à me prendre un mur en me disant, ok, le corps, il commence à lâcher un petit peu. Et c'est après où j'ai exploré l'être. Et aujourd'hui, tu vois, je vois vraiment l'intérêt d'avoir l'équilibre entre les deux. Et je vois encore plus loin l'intérêt, en fait, d'avoir l'être au service du faire. Tu vois, c'est vraiment. À un moment, tu sais, j'étais en mode, est-ce que je suis dans l'être ou est-ce que je suis dans le faire, là? Tu vois, ça, c'était Hmm. encore l'année dernière, j'étais un peu là-dedans. Et moi, comment je vois le truc aujourd'hui, c'est en fait, je suis l'être et je le décide là maintenant, dans le moment présent. Et le faire, c'est à quoi j'ai envie de jouer, qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui. Je trouve que moi, ça m'a vraiment débloqué. Et tu as raison, je pense que le trait de caractère des gens qui réussissent des trucs de fou, c'est qu'ils se réinventent, c'est qu'ils jouent, c'est qu'ils créent et qu'ils sont vraiment en train de vibrer un truc de fou parce que ça les excite. Tu vois, moi, quand je t'écoute, je te sens animé par un truc, quoi. Tu pourrais faire la même chose, totalement mort, et je me dis, ah putain, ouais, ça serait pas la même chose, quoi. Hmm. Ouais, ça me parle beaucoup. Moi, je suis très aligné avec ce que tu viens de partager, Boris. Ouais, ça Hmm. me parle. T'étais dans quel mode, toi, quand t'as démarré, il y a quelques années? Tu disais tout le monde a un peu une tendance, soit je suis beaucoup dans l'être, dans l'introspection, soit je suis beaucoup dans le faire. Toi, t'avais un pattern un peu de base il y a quelques Ouais, années? bah, je pense que la plupart quand même d'entre nous, euh, en tout cas dans mon écosystème, là, prépa, école de commerce, je pense que ça forme des gens très bons sur le faire, tu vois, Hmm. des machines à travailler, etc. Très bons pour aller en cabinet de conseil ou d'audit, sans jugement pour ces carrières-là, mais Hmm. c'est clair que ça cultive une grosse capacité à faire. Euh, Hmm. donc, mon centre, il était plutôt là au début. Et puis, à travers les rencontres et les personnes incroyablement talentueuses et inspirantes que j'ai rencontrées, j'ai pu m'ouvrir à ça. Et de voir Hmm. que c'était tout sauf un truc bisounours de connaissance de soi, etc. Pour moi, c'est incroyablement puissant, en fait. Et je suis Hmm. convaincu, comme tu le disais, Boris, qu'il y a des trucs de ouf qui peuvent se produire dès lors qu'une personne est capable de conscientiser, OK, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce qui fait sens pour moi dans cette vie que j'ai envie de vivre? Et puis, comment je suis capable de mettre en place des, une structure, une organisation, des process, des habitudes qui font que bah, je me rapproche de ces trucs qui me font vibrer. Moi, je trouve ça incroyablement puissant et ça me passionne. Puis ça se Hmm. teinte beaucoup dans mes coachings, j'accompagne beaucoup sur ce genre de sujet. Ok, ultra intéressant. Est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur pour toi où tu as commencé à davantage t'intéresser à ce sujet de l'être, de qu'est-ce que les gens ont envie d'être au quotidien? Ouais, en coaching, on parle beaucoup d'interruption pour Ok. que des clients commencent à envisager un coaching, ce qui fait que bah, notre système de référence il devient plus cohérent. Et pour moi, l'interruption que j'ai vécue, c'est il y a une dizaine d'années, en fait, on vivait à Paris avec mon épouse et elle a eu la proposition de venir s'installer à Genève. Et donc, moi, je l'ai suivie. Et à ce moment-là, j'ai rencontré euh, des personnes qui envisageaient l'accompagnement en organisation sous un angle beaucoup plus humain. Et puis Hmm. donc, bah, c'est là que j'ai découvert à quel point le coaching pouvait être surpuissant. Donc Hmm. vraiment, pour moi, ce sont des rencontres qui m'ont Ok. éveillé à cet aspect-là de qui je suis aujourd'hui. Beaucoup de Hmm. gratitude pour cette période-là. Ok, trop cool. Trop cool. Et t'as commencé, si j'ai bien compris, en tant que coach agile, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mes premières amours et mon cœur de métier, c'était l'agilité, c'est-à-dire accompagner des organisations dans des processus de transformation pour changer la manière dont on fonctionnait en entreprise. Euh, Hmm. et pendant plusieurs années, c'était ça. Et aujourd'hui encore, je continue d'en faire un Tu petit peu. continues, ouais. Ouais, parce que je trouve ça passionnant pour moi. Je pourrais pas faire que du coaching individuel. J'aime trop me nourrir de ce qui se passe dans les entreprises et de réfléchir à une échelle autre.
Hmm. Donc, ouais, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir et faire du coaching en entreprise et du coaching individuel. Et puis, c'est ce juste milieu qui me convient bien, qui me nourrit bien et dans lequel je me sens à l'aise. Donc, ouais, c'est comme ça que j'ai Ok, démarré. ultra intéressant. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est le coaching agile, entre guillemets, en entreprise? Ouais, volontiers. L'agilité, en fait, ça part d'un principe simple qui est que euh, la plupart des fonctionnements des organisations fonctionnent dans des environnements complexes. Et ce Ok. qu'on entend par complexité en agile, c'est lorsque l'on se confronte à quelque chose et il y a plus d'éléments que l'on ignore que d'éléments que l'on maîtrise ou que l'on connaît. Ce qui, Hmm. objectivement, est la norme aujourd'hui dans un monde tel que le nôtre. Et donc, ce que dit l'agilité, en fait, c'est que bah, quand on évolue dans un environnement complexe, c'est illusoire que de considérer que fonctionner tel qu'on l'a toujours fait, c'est-à-dire on planifie, on fait un plan, on l'exécute sur 3 à 5 Hmm. ans, puis à la fin, on va livrer exactement ce qui était attendu. Nous, en tant qu'agilistes, on considère que c'est croire en la magie, ça. Et donc, ce qu'on dit, c'est Hmm. arrêtons de croire qu'on a la capacité de tout prévoir et mettons en place des processus qui nous permettent très régulièrement d'inspecter la manière dont on fonctionne et de s'adapter en fonction des changements qui vont nécessairement arriver. Et donc, l'agilité, c'est le fait de changer les comportements individuels et collectifs qui nous permettent d'adresser cette complexité dans laquelle on évolue. Ok, super intéressant. Et ça, ce background que tu as en agilité, j'imagine qu'il se teinte aussi dans tes coachings. Euh, qu'est-ce que ça, en quoi ça rend ton coaching du coup original et unique? Parce que j'imagine que cette idée, elle est quand même assez forte. Et dans une ère où, comme tu disais, tout va vite, il y a du changement partout, j'imagine que d'un point de vue humain aussi, il y a des trucs de fou, des Oui, c'est transpositions de sûr. fou. Ouais, ouais, c'est très juste ce que tu amènes, Boris. Moi, ça a une teinte très particulière, évidemment, dans mes coachings. Non pas que ce soit toujours là, mais par contre, il y a des thématiques Hmm. que j'aime adresser avec l'agilité. Par exemple, réaliser ses rêves, pour moi, c'est complexe. C'est-à-dire que ça va Ouais. prendre du temps, il y a beaucoup d'inconnus, on va devoir s'adapter, ça va pas se passer comme prévu. Or, la plupart d'entre nous, on structure quand même nos rêves de manière très traditionnelle. Tu vois. On se pose une to-do list et puis on déroule ça, etc. Et donc, moi, c'est clair que j'agilise la plupart de mes rêves, en fait. Donc, je me pose la Hmm. question, OK, c'est ça ma vision à 3 à 5 ans, mais dans les 2 prochains mois, qu'est-ce que je dois faire? Comment je m'adapte, etc. Et c'est clair que mes coachings et mes accompagnements, ils ont cette teinte très pragmatique de décomposer, fonctionner en petites stratégies et être capable de connecter quand même avec la vision de ce qu'on souhaite accomplir à long terme. Donc, ouais, c'est assez présent Hmm. dans mes accompagnements. Hmm. Ok, et je pense que c'est pour ça aussi que tout ce que tu partages me parle assez, parce que moi je me considère comme quelqu'un d'assez pragmatique et assez tourné vers le concret. Et je pense Ouais. que si ça se ressent aussi dans tes communications, c'est que tu as ce côté très pragmatique, très humain, et c'est pas de bullshit, quoi. C'est grosso modo, t'as à la fois cet équilibre entre bah ok, qui est-ce que je dois être, quelle personne je dois être pour arriver, mais aussi vraiment le côté pragmatique, on y revient. C'est ça la première étape. Après, l'ambition, c'est ça à plus long terme. Donc je trouve que c'est vraiment ultra riche d'avoir un peu cette double casquette. Parce que si Hmm. tu es juste dans bah, le côté introspectif, mais il n'y a pas de mise en mouvement, il va pas se passer grand-chose. Si tu es juste dans la mise en mouvement, mais tu sais pas pourquoi tu le fais, tu sais pas quelle personne tu dois être là tout de suite pour arriver à tes objectifs, ça fait pas sens non plus. Hmm. J'aimerais bien qu'on revienne un peu à tes débuts Ouais, en avec tant que plaisir. coach. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as trouvé tes premiers clients? Comment ça s'est passé? Euh, Bah, de manière générale, un petit spoil alerte, je suis quelqu'un d'incroyablement chanceux dans la vie. Donc, moi, j'ai une vie incroyablement fluide et douce. Euh, Ce qui fait que je me rappelle pas avoir galéré au début. Donc, j'ai eu la Ok, chance, je me suis formé auprès d'une école qui s'appelle Convivium, qui fait du coaching en développement intégral. Euh, et dans le cadre de cette formation, en fait, on avait 3 personnes à accompagner pour valider son diplôme. Et j'ai eu la chance de coacher 3 entrepreneurs que ok. je salue. La plupart sont devenus des amis aujourd'hui d'ailleurs. Et j'ai eu la chance de les coachings avec ces 3 personnes ont été complètement ouf. Ça a eu des résultats vraiment pour eux significatifs. Et depuis ce jour, euh, la quasi-totalité de mes coachings proviennent du bouche à oreille et ça a commencé Génial. de cette manière-là. Donc, un peu de coaching gratuit au début pour ces 3 entrepreneurs et puis après, assez vite, ils ont eu la gentillesse de me recommander à certains de leurs collègues entrepreneurs et c'est parti comme ça, ce qui fait que pendant les premières années de ma vie, de ma carrière de coach, j'ai beaucoup coaché des entrepreneurs. J'ai découvert que c'était un milieu dans lequel, dès qu'il y avait un bon plan,
que ce soit une personne, un outil, un truc, Hmm, on se le refilait. J'imagine que tu es familier de tout ça. Et donc, hmm. j'ai eu la chance de beaucoup coacher des entrepreneurs. Et puis après, de fil en aiguille, bah, j'ai eu accès à leur premier, deuxième, troisième cercle. Et donc, pendant longtemps, j'ai coaché sans site web, sans LinkedIn, euh, Ok, simplement sur du bouche à oreille. génial. Génial. C'est vrai que c'est rare, en tout cas, moi j'en entends. Enfin, c'est pas rare d'avoir une activité qui tourne sur du bouche à oreille, mais c'est rare, entre guillemets, d'avoir une fluidité sur un démarrage comme ça. Euh, ok. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, que ça a été aussi fluide? Est-ce que tu avais, pour comprendre la situation, tu avais un job en parallèle, ou ça s'est vraiment lancé tout en une fois? Enfin, comment ça s'est passé? C'était quoi ta situation quand tu as démarré? Ouais, j'avais mon job de coach agile en fait en parallèle, Ok. pour lequel j'étais associé dans un cabinet ici en Suisse. Ce qui fait qu'effectivement, j'ai jamais eu besoin au démarrage du coaching pour vivre. Euh, Ouais. ce qui m'a amené, ce qui m'a amené à un grand détachement, un grand lâcher prise et aussi beaucoup de spontanéité, impertinence que je me serais avec le recul que je me serais sans doute pas permis d'avoir, tu vois, si j'avais besoin de payer mes factures. Mais là, comme j'en avais besoin, j'ai très vite développé cette couleur qui aujourd'hui me définit pas mal, je pense, en tant que coach. Moi, je suis un coach assez, je pense que moi, j'adore l'impertinence. Tu vois, c'est un mot qui me touche Hmm. beaucoup et j'adore et ça se reflète beaucoup dans mes accompagnements. Et donc, j'ai très vite été ça. Et c'est ce que les gens venaient chercher, en fait. J'étais un peu catalogué comme ça. Ok, Euh, intéressant. donc oui, j'avais cette activité à côté, ce qui me permettait d'avoir beaucoup de sérénité, notamment financière. Et puis aujourd'hui, je dois dire que les personnes que je forme dans l'école, euh, euh, je les encourage à ce que le coaching ne soit pas leur unique activité. Et donc c'est comme ça que j'ai démarré. Ouais, c'est super intéressant que tu parles de ça parce que je trouve il peut y avoir beaucoup de pression autour de ça. Et moi je l'ai vu aussi à titre personnel, quand tu as la charge financière et tu as de la pression, bah, toute la partie création de clientèle, c'est pas la même que quand c'est Hmm. entre guillemets que tu sais que tes factures sont déjà payées. Et moi j'aime bien aussi cette idée de dire en fait, si à un moment donné, bah, tu as besoin de trouver un job à côté, une mission en freelance, peu importe, tant mieux parce que si tu es là en tant que coach à créer quelque chose qui a de l'impact, bah, en fait, faut se laisser le temps aussi. Donc, c'est cool que tu partages ça aussi dans ton école, parce que, je sais pas, tu vois qu'il y a beaucoup de pression autour de ça sur le lancement de clientèle. Est-ce que tu sens que ça peut être compliqué de lancer son activité quand tu as la charge financière, quand es coach, quand tu démarres, toi qui es au quotidien aussi avec des profils comme ça, qu'est-ce que tu vois? Euh, Bah, déjà, c'est très juste ce que tu évoques, Boris, c'est que la plupart des gens avec qui j'étais en échange, soit qui se sont inscrits ou soit qui sont dans la réflexion de se former au coaching, c'est clair que je vois de plus en plus cette appétence ou ce besoin de se confronter à l'aspect entrepreneurial de l'activité. Hmm. Euh, Moi, j'aime beaucoup répéter qu'être coach, c'est avoir deux jobs, être coach et être entrepreneur. Et, et de ma modeste perspective, je ne trouve pas que les formations francophones aujourd'hui permettent à des coachs de se former en un, excellent dans leur pratique, deux, en étant capable d'avoir une activité qui soit pérenne et rentable. Euh, et donc, moi, je suis absolument convaincu qu'on peut et être profondément animé par l'intention de soutenir les autres et d'être au service de leur développement, de leur accompagnement et de très bien gagner sa vie en le faisant. Euh, donc, et c'est Hmm. juste pour moi des compétences qui s'apprennent. Donc, euh, ouais, c'est central. Et au point que nous, dans l'école, on en a fait un élément qui est un élément, un critère de certification. La capacité à savoir se vendre, à présenter une offre claire, à être capable de faire un avant-vente, etc. Ouais, pour moi, Hmm. c'est fondamental. Il y a trop de coachs qui gagnent pas assez bien leur vie aujourd'hui en France. Donc, et je pense que ça dessert le marché dans son Bien ensemble. sûr. Bien sûr, moi je fais le même constat que toi. Au quotidien, je discute avec des coachs et des accompagnants, des thérapeutes. Bah, la plupart soit galèrent, soit la plupart sont pas lancés. Et je trouve que franchement, Hmm. c'est vraiment dommage en fait, parce que si tu vis pas de ton activité, si t'es pas lancé, t'aides personne, quoi. Et c'est OK, bien évidemment, si tu as juste fait ta certif pour toi et que ça t'a fait du bien et que t'as pas envie de te lancer pleinement Ouais, de bien façon sûr. professionnelle, c'est OK. Mais pour ceux qui veulent vraiment, je suis assez d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, bah, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui partagent aussi, tu vois, une approche assez pragmatique et humaine pour, OK, comment est-ce qu'on crée mon activité, comment est-ce qu'on se positionne. Tu tombes vite un peu
tu vois, dans les tumultes du marketing, promesse miracle, gagne ta vie en 2 mois, 10 000 euros par mois grâce au tunnel de vente automatisé, tu n'as plus rien à faire, les clients arrivent à toi, Hmm. tu vois. Évidemment, Ça évidemment. fait Je vois beaucoup de qu'on a les mal, mêmes. tu vois, on a les mêmes. Et moi, je suis vraiment, je pense qu'on raisonne un peu aussi pour ça aussi. Moi, je m'inscris vraiment dans cette démarche-là où j'ai, j'ai vraiment envie que les coachs, tu vois, développent une activité de façon relationnelle, pragmatique, humaine, parce qu'en fait, les promesses miracles, ça fait beaucoup de mal au marché. Et tu vois, moi, si j'ai fait 10 ans de marketing et quand j'ai démarré en tant que coach, j'ai dû déconstruire pas mal de choses que j'avais bouffées en marketing, que j'avais fait Hmm. en startup, etc. Le business du coaching, c'est un business qui est relationnel pour moi. Et ça s'applique bah, du coup avec une stratégie qui est un peu différente que simplement faire des tunnels de vente, etc. Je dis pas que ça, on peut le mettre, qu'il faut le mettre à la poubelle. C'est peut-être juste à un stade plus loin pour certaines personnes qui sont plus avancées. Mais quand tu démarres, il y a peut-être des choses à faire avant, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que tu recommandes, toi, à quelqu'un, un coach qui est dans ton école, qui démarre pour créer sa clientèle et trouver ses premiers clients? Ouais, bah, euh, moi déjà, j'ai une position assez ferme sur le fait que pour moi, le coaching, c'est un monde d'amateurs en France. C'est-à-dire que euh, il y a peu de coachs qui coachent vraiment beaucoup. Et Mhm. pour moi, ça me questionne beaucoup sur le fait de lancer une activité quand on a 10, 20, 30, 50 heures face à un client. C'est nécessaire d'en passer par là, mais on ne peut pas se considérer coach avec aussi peu de volume. Donc, pour moi, la Mhm. première considération ou euh, le premier focus d'un coach, ça doit être d'être face à un client et de coacher. Donc, tout ce qui permet à un coach de le faire, doit le faire. Donc, il y a cette sempiternelle question de est-ce qu'il faut faire coaching gratuit, etc. Bah, si le coaching gratuit, c'est ce dont tu as besoin pour passer 100, 200, 300 heures face à quelqu'un, fais-le. Pour moi, c'est tu sais, c'est faire ses balles au Mhm. tennis, quoi, tu vois. Bien Euh, sûr. Mhm. tu sais, on n'apprend pas à jouer au tennis en lisant des bouquins sur le tennis. On apprend en Bien ayant sûr. chaud sur le court et en tapant des balles. Et donc, pour Mhm. moi, je crois beaucoup à cette capacité à taper des balles. Donc, la première des choses, c'est coacher, 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 encore, encore, beaucoup. Je crois beaucoup à ça. Euh, et une fois qu'on a fait ça, pour moi, on devrait être des ayatollahs de la valeur que l'on amène, beaucoup plus que des tunnels de vente. Donc aujourd'hui, moi, je suis assez surpris de à quel point sur LinkedIn, la plupart des gens qui me contactent pour comprendre comment j'ai réussi à gagner ma vie avec le coaching, ils me posent la question de, ouais, c'est quoi les outils que tu utilises? C'est quoi la formation que tu as faite? C'est quoi tes tunnels de vente? C'est quoi ta stratégie d'acquisition? Puis j'ai envie de leur dire, mais les mecs, en fait, les 10 premières années, je l'ai fait sans site web. Mon seul focus, c'était comment je cherche à exceller dans ma pratique. Et pour moi, ça Mhm. devrait être ça le focus des coachs. Bien Chercher à sûr. transformer la vie des gens pour lesquels ils travaillent, point barre, et exceller Mhm. dans cette intention-là. Et je dis pas que, comme tu le disais, Boris, c'était très juste qu'une fois qu'on a cette assise-là, alors on peut réfléchir à, effectivement, comment j'ai un processus qui devient plus automatisé, qui génère plus de leads. Why not? Mais si on commence par ça, pour moi, c'est ça qui tue le coaching en France. C'est qu'aujourd'hui, les gens sont plus Mhm. obnubilés par le fait de gagner 10 000 euros par mois que par transformer la vie des clients. Et Mhm. donc, ben, commençons par chercher à être vraiment au service des gens qu'on accompagne. Et dans un deuxième temps, OK, mettons les bases d'une activité structurée, processisée, etc. Mais pas avant. Mhm. Et ça revient à ce sujet, je trouve, de l'être. Quelle personne je dois être? En fait, d'abord, c'est bah, pour être un bon coach, j'aime bien cette idée de pratiquer son art. Tu vois, c'est au Ouais. bout d'un moment, il n'y a pas à tortiller du cul, réfléchir si j'ai un syndrome de l'imposteur, etc. Au début, tout le monde est entre guillemets nul. C'est OK. Toi, tu prends la métaphore du tennis, moi je pense souvent celle du golf, c'est oui, tu dois taper des balles. Hmm. C'est comme ça, c'est assez logique au final. Et c'est comme ça que tu vas gagner en confiance, gagner en compétence, que tu vas te sentir plus légitime, etc. Et j'aime beaucoup cette idée que tu partages, ça part de l'intention d'être au service des autres. C'est pour ça qu'on devient coach. C'est pour changer Hmm. la vie des gens, pardon. C'est créer un déclic chez eux. Et moi, un des plus gros challenges que je vois chez les gens que je peux accompagner, c'est en fait, on trop centré sur OK, qu'est-ce que la personne va dire, machin, quand je suis dans un échange avec elle, qu'est-ce que je vais dire pour que lui vende mon coaching? Et en fait, à partir du moment où tu es au service, comme tu disais, de l'autre personne, et que tu mets ton attention sur elle et comment est-ce que je peux l'aider, bah, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Mais comme tu dis,
je pense qu'il y a tellement d'informations, de marketing sur les réseaux, sur LinkedIn, autour de méthodes, de frameworks, de machins. C'est que les gens, en fait, mettent toute leur attention là-dessus, sur OK, c'est la méthode, c'est le framework, il faut que je trouve le dernier Hmm. truc pour 2025 parce que LinkedIn, l'algorithme, tu sais, Thomas, l'algorithme a changé, Bah ouais, tu vois. ouais. Euh, que dire à ça? Mais c'est souvent, euh, là, il y a pas longtemps, j'ai démarré l'accompagnement, je fais un peu de supervision de Hmm, coach. Et euh, il y a une coach vraiment qui m'a beaucoup touché et on démarre le travail ensemble. Et puis elle me dit, ah, il faut vraiment que je trouve justement ça. Tu vois, ce cadre qui fait que je vais fonctionner. Et puis là, ma question, elle est toute simple, c'est quand la dernière fois que tu as coaché? Elle me dit, bah, je sais pas, ça doit peut-être faire un peu plus de 2 mois. Et là, pour moi, il y a un truc qui déconne, tu vois. Si ton but, c'est d'exceller dans cette pratique, tu peux pas coacher tous les 2 mois. C'est pas possible. Pour moi, tu dois faire hmm, 3, 4, 5 heures de coaching par jour. On s'en fout. Il faut bien sûr. manger, boire, dormir, lire, s'informer, coaching, en fait. Ça doit être au cœur de qui tu as envie d'être, exactement. Et c'est pour ça, pour Hmm, moi, la grosse distinction entre se former à faire du coaching, où c'est un élément qu'on active d'un coup, on met une casquette 1 ou 2 heures par semaine, ou bien est-ce que j'ai profondément envie de devenir coach? Et dans ces cas-là, c'est ma manière d'être au monde. Et bah, pour moi, je suis convaincu que, en tout cas dans mon école, je cherche à avoir des gens qui ont l'envie de devenir coach, pas de faire du coaching. intéressant cette nuance. Et ça me fait penser à un de tes posts que j'avais lu, que j'avais beaucoup aimé récemment, où tu expliquais que tu étais dans un repas avec des amis et qu'il y avait une personne à côté de toi qui avait un Ouais. challenge ou un problème et que finalement tu l'avais aidé à amener de la clarté sur sa situation, que tu lui avais fait une forme de coaching durant le repas ou le lendemain, je ne sais plus comment ça s'était fait, et que derrière c'était devenu un client ou une cliente. Et que j'ai trouvé que c'était très juste, c'était incarné cette posture de coach en fait tout le temps, parce qu'il y a des Hmm. opportunités partout quand on ralentit et qu'on les voit et que en fait on se dit bah en fait tout le monde a des challenges, des problèmes, des grands rêves. Je trouve que c'est très juste, ça, et je trouve que ton post, il était très évocateur. Hmm. Bon, bah, cool si tu as vu de la valeur. Et ouais, moi, je suis absolument convaincu de ça. À quel point, bah, moi, je considère que le coaching, c'est surpuissant et incroyable. Pour moi, il y a un côté magique dans cette pratique. Hmm, Et donc, bah, si j'ai passé les 10 dernières années de ma vie à chercher à exceller dans cette pratique, bah, pourquoi le faire que de 10 heures à 17 heures, tu vois, quand il y a des gens en face de moi bien qui me sûr. disent, tiens, viens, on fait du coaching. Moi, c'est comme ça que j'ai envie d'être dans mes relations, en fait. S'il y a quelqu'un qui vit quelque chose, bah, et que, évidemment, c'est OK pour lui de s'engager dans ce type de conversation, bah, OK, cool. Si je peux l'aider, je suis ravi, quoi. Et double effet qui se coule, ben, c'est de cette manière que, de ma perspective, moi, je gagne le mieux ma vie, en fait. C'est que à la Bien fois, ça sûr. aide les gens, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce que tu disais, Boris, comment on peut à la fois être porté par l'intention d'aider et que ça serve notre business de coach. Et il n'y a rien de mal à ça, bien au contraire. Bien sûr. Bien sûr. Et je pense que tu as un peu le double effet qui se coule, c'est que en étant au service des autres, au quotidien, dans les conversations, dans les échanges, tu es en train de pratiquer ton art aussi. Et tu peux le pratiquer sans même forcément dire que t'es en train de faire du coaching. Et je Hyper trouve que ça, d'accord. il y a vraiment un truc intéressant à creuser là-dedans. C'est l'être tous les jours. Le matin, se lever, OK, qui est-ce que je peux aider aujourd'hui? Qui est-ce que je peux rappeler? Il y a vraiment beaucoup de valeur à ça. Hmm. Je m'étais noté un peu, tu sais, des questions que beaucoup de coachs se posent. Et moi-même, je me le suis posé, tu vois, il y a quelques années. J'aimerais bien avoir ta perspective là-dessus. Qu'est-ce que tu penses du fait de se positionner, d'avoir un client idéal, d'avoir une niche, etc., quand tu démarres dans le coaching? Euh, je pense pas être la personne la plus aidante à ce sujet-là. Moi, je l'ai jamais fait. Donc, je plutôt que d'avoir une approche péremptoire, je vais plutôt te parler de comment moi je l'ai vécu. Ouais, Euh, carrément. Moi, je l'ai jamais fait pour une raison simple, c'est que j'aime trop la diversité. Et, et moi, au bout d'un moment, ça m'ennuie de coacher le même typologie de personnes sur les mêmes Hmm. thématiques. Et donc, j'adore switcher de dirigeant d'une grosse boîte à une maman au foyer qui a du mal à retrouver, à ne plus culpabiliser dans le fait d'accepter de retourner travailler alors qu'elle s'est arrêtée pour élever ses 4 enfants. Bah, moi, ces Hmm. switches-là, ils me parlent trop. Euh, et donc, je pense que c'est important en fait pour répondre à cette question de est-ce que je le fais uniquement marketingment parlant ou est-ce que je le fais parce que j'ai une conviction profonde que c'est ma vocation ou mon chemin d'aider ces personnes-là, ce qui peut être cool. Si c'est uniquement marketing, bah, je pense que c'est fondamental de prendre en compte, de se projeter sur
Est-ce que ça me rapproche de ma journée idéale? Moi, c'est un concept que Hmm. j'utilise beaucoup, qui est, bah, OK, si je me positionne là-dessus, pendant un moment, moi, j'aurais pu me positionner sur, bah, je suis le coach des entrepreneurs qui veulent scale, OK, et puis qui se posent la question de humainement, qu'est-ce que ça va demander pour eux? Et là, je me suis projeté, je me suis dit, ouais, mais Tom, est-ce que tu es OK avec le fait de faire ça 4-5 heures par jour pendant X mois là? Bah, la réponse, elle est clairement non. Donc, on en revient à ce volet de l'être. Pour moi, le positionnement, c'est très faire, tu Hmm. vois, mais à quel point c'est cohérent, aligné avec la personne que j'ai envie d'être et les journées que j'ai envie d'avoir. Donc, je pense que c'est un choix très personnel. Cela dit, cela dit, je pense qu'aujourd'hui, le marché du coaching, il est tellement large et il y a tellement d'acteurs que je pense que c'est quand même difficile de surnager sans un positionnement clair. Mais donc, c'est un peu une Hmm. réponse de Normand. Mais en tout cas, j'aurais envie d'inviter les gens à prendre tous ces aspects-là en compte et pas de prendre uniquement de ouais, qu'est-ce qui va bien sonner en dessous de mon profil sous LinkedIn. Ouais, ouais, c'est intéressant parce que ce que j'entends sur quoi je te rejoins, c'est que si entre guillemets, je fais mon positionnement, je le décide parce que il faut que, et que ça me contraint et que je me sens pas bien dans ce positionnement et que j'ai l'impression de me bérider, c'est pas la bonne chose. Si je le fais parce que je sens qu'en fait, j'ai envie de me mettre du focus, j'ai envie de, bah en fait, parce que ça, j'ai bien aimé cette image, c'est qu'en fait, ça fait partie de mon chemin et j'ai envie d'aider ces personnes-là parce que ça me touche, c'est notre énergie. Et je Hmm. pense que, moi, je te rejoins un petit peu, je pense qu'il y a quand même beaucoup aujourd'hui d'acteurs, il y en a de plus en plus. Je pense que c'est bien de, tu vois, de trouver un peu, de se dire, OK, je pars pas sur tous les fronts. Après, moi, ce que j'aime bien dire aussi, des fois, tu vois, par rapport à ce sujet du positionnement, c'est de se dire, bah, si j'hésite entre trois quatre typologie de clients, bah, je vais laisser les trois quatre et après, peut-être qu'on clarifiera et on en choisira un ou peut-être pas. C'est OK. Et Hmm. des fois, il y a aussi un peu un sujet de où est-ce que je communique que je suis ce type de coach et où est-ce que je communique que je suis ce type de coach. Tu vois, par exemple, moi, dans mon cas, sur ma présence en ligne, je communique beaucoup sur le fait que j'accompagne les coachs et en présentiel sur Aix-en-Provence. Je travaille le côté dirigeant de start-up, etc. Et ça évite d'avoir un message qui est diffus. Hmm. Et je trouve que, en tout cas, moi, je trouve mon équipe comme ça aussi. Ça peut aider ceux qui nous écoutent, tu vois, d'avoir un Trop peu bien. ces différents canaux. Euh, Toi, tu utilises LinkedIn depuis quand en tant que coach? Parce que tu disais qu'au début, tu n'avais pas de site, pas de réseaux sociaux. Ça fait depuis Ouais, quand que tu es sur les réseaux? ça doit faire 18 mois maintenant que vraiment Ok. j'essaie de publier régulièrement, voire très régulièrement. Ouais, ça fait 18 mois. Ok. Qu'est-ce qui t'a animé avec l'idée de te lancer sur les réseaux, sur LinkedIn? Plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que je voyais beaucoup de parutions de personnes qui font du coaching qui Hmm. résonnaient pas du tout pour moi. Et donc ça, c'est la version polie. Et la version un peu moins polie, Vas-y, tu c'est peux y que aller. la version un peu moins polie, c'est que je lisais des trucs qui me faisaient péter un plomb. En Ok. fait, vraiment, sur le coaching, ce qu'il était, la manière de l'envisager. euh, et ça l'amenait vraiment sur un truc très pratico-pratique de positionnement, etc. Et pour moi, il n'y Hmm. avait pas tout l'aspect. Ouais, enfin, pour moi, vraiment, je suis convaincu que c'est vocationnel le coaching. Tu vois. Il y a un truc. Hmm. C'est puissant et c'est fou ce que ça demande chez nous. Et donc, bah, plutôt que de gueuler à chaque fois que je disais un truc qui ne me convenait pas, il y a eu cette partie de moi qui a envie de me dire, bah, les amis, moi, c'est comme ça que je vois le coaching. Puis si ça peut résonner avec certains, tant mieux. Donc, il y avait cette intention-là. Et la seconde, qui est quand même plus intéressée, parce que je ne veux pas non plus jouer juste le gars qui est sur l'autel du coaching noble et tout, il y avait un truc plus intéressé qui était aussi, j'avais à cœur de lancer une école de coaching. Et je me rendais bien Hmm. compte qu'au final, au bout d'un moment, sans communiquer plus largement, bah, je touchais qu'un premier cercle, tu vois. Et ce premier Hmm. cercle-là, il était fini. Euh, Ok. et donc, il y avait vraiment l'intention d'explorer à quoi ça ressemble que de d'oser contacter indirectement des personnes en dehors de mon premier cercle. Et donc, j'étais curieux de voir Hmm. est-ce que LinkedIn peut permettre ça. Et la réponse a été oui. Donc, j'ai continué. Ok, ultra intéressant. Donc, tu as vraiment cette envie aussi de, tu vois, j'aime bien cette posture où tu te dis, voilà, je lis un tas de conneries sur LinkedIn.
Et en fait, je passe dans une posture où je deviens créateur et je me dis, OK, bah, comment est-ce que moi je peux contribuer pour élever le niveau plutôt que juste simplement dire, bah, il n'y a que de la merde. Et je trouve ça vraiment cool, tout ce que tu fais sur LinkedIn et c'est top. Euh, qu'est-ce qui... je voulais revenir sur ce sujet d'école. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu avais envie de créer cette école? Euh, c'est une histoire assez rigolote, c'est que pendant un moment, j'étais non, tu vois, j'en créerais pas, parce que trop de charges, trop de taf, etc. Et en fait, il se trouve que je faisais des intros au coaching de quelques jours, tu vois, pour des personnes Ok. qui me le demandaient. Et je l'ai fait pendant plusieurs années. Et à chaque fois, j'avais à chaque formation une ou deux personnes qui me disaient, mais où est-ce qu'on peut se former? Et j'avais peu d'écoles sur lesquelles je pouvais les envoyer les yeux fermés, si je suis Ok. hyper honnête. Et puis, au bout d'un moment, il y a une, deux, trois, cinq, 10 personnes qui m'ont dit, mais en fait, nous, on voudrait que ce soit toi qui nous forme. Et donc là, il y a le Hmm. côté entrepreneur chez moi qui dit, bah, il y a quand même des clients qui te demandent de créer un produit, tu vois, ce qui est quand même Hmm. assez... Donc, il y avait ça. C'est clair que ça a créé à minima la réflexion chez moi. Et la seconde aussi, c'est que ça va être un peu jugeant, mais j'en suis conscient. Je juge pas le marché de la formation du coaching très qualitatif. Euh, je vois beaucoup la course à mettre encore plus de promotions, encore plus de gens dans les promotions. Et donc, moi, ça Hmm. me questionne quand je vais sur des écoles qui ont pignon sur rue, là. Si vous tapez formation coaching certifiante et que Hmm. vous prenez les premiers liens, bah, c'est des écoles où il y a, j'en sais rien, 10 promos qui démarrent par an. On peut aller jusqu'à Ouais, ok. 50 dans chaque promo. Et pour moi, ça, c'est de l'abattage, vraiment. Ça me questionne sur comment on peut Hmm. vraiment former des coachs d'exception en ayant ce volume-là. Et donc, pour moi, en fait, il y avait l'intention de, ben, OK, moi, ce que je veux, c'est former des coachs qui euh, changent la vie des gens et qui sont capables de bien vivre en le faisant. Et donc, ben, c'est parti aussi de cette intention de contribuer au monde, modestement à ma hauteur, au marché du coaching que Hmm. j'aimerais plus voir en France. Et puis donc, bah, encore une fois, plutôt que de gueuler, je me suis dit, bah, écoute, arrête et puis monte ton école. J'adore. C'est ce que ça fait genre, je l'ai fait tout seul, mais c'est ma femme qui m'a aidé à voir ça. Elle m'a dit, bah, je t'entends pas mal parler de ça, bah, vas-y en fait, tu vois. Et elle Vas-y, avait raison. vas-y, fais-le, Exactement. lance-toi. Ouais, trop cool. Je suis curieux de c'est quoi ton regard, toi, sur toi qui es au contact de coachs, euh, et notamment dans des phases où ils se lancent, donc qui sont potentiellement pas Hmm. loin après leur formation. C'est quoi, toi, ton regard sur le marché de la formation du coaching en France? C'est une excellente question. Moi, je te rejoins sur un truc déjà qui est assez clair, c'est qu'on n'apprend pas aux coachs à devenir des entrepreneurs. Et pour moi, c'est un gros challenge, dans le sens où bah, si on t'apprend pas à lancer ton activité et à en vivre, je trouve que c'est un vrai problème. Et c'est pour ça qu'on a des chiffres aussi catastrophiques sur le nombre de personnes qui vivent du coaching, le nombre de personnes qui Hmm. se lancent. Euh, Après, sur le niveau des coachs, j'ai pas assez de recul, sincèrement, pour Ok, avoir un avis. Euh, Moi-même, je suis pas passé par une formation de coaching. Moi, c'est vraiment, enfin, j'ai fait des formations de coach, d'accompagnant, mais pas proprement dit de coaching professionnel certifié. ok, ok. Donc, pour l'instant, tu vois, j'ai pas d'avis de comparaison. Après, ce que je vois aussi, c'est que c'est un gros marché, que c'est un gros business et que, bah, il y en a qui en profitent. Et c'est normal, c'est OK. Il y a de la demande, tu réponds à la demande. Et je suis assez aligné à ta vision, c'est que pour moi, si ça devient une usine à gaz, tu peux pas maintenir un niveau de qualité suffisant. Euh, et après, j'aurais du mal à te dire sur le niveau du coaching, mais je pense que comme toi, je suis quelqu'un qui aime et qui valorise la pratique. Et dans les discussions que j'ai avec des coachs au quotidien, que ce soit des clients ou pas, je sens souvent qu'il y a un manque de pratique Hmm. et que en fait, il y a même une difficulté à aller parler à des gens, à créer de la valeur, et qu'on est un peu dans une posture c'est passive, attentiste, et qu'il y a, voilà, il y a peut-être un truc à faire là-dessus aussi sur comment. Enfin, je trouve pas ça normal au final, parce que il manque quelque chose, donc je te rejoins un peu sur ton constat. Après, par rapport au marché français, moi, je sais que je me nourris beaucoup et je lis beaucoup aux États-Unis, monde anglo-saxon, etc. Parce que je trouve que le marché est plus avancé et plus pragmatique aussi. Euh, Mhm.
Je sais que j'avais lu qu'on a des mentors communs en référence, notamment, tu vois, là, ce bouquin-là qui est pour moi une pépite que je fais lire à tous mes clients. Je suis un grand fan de, tu vois, de Steve Chandler et compagnie. C'est vraiment des références pour moi, et c'est des gens qui élèvent le niveau Hmm. et qui arrivent à véhiculer un peu ce que toi, tu partages au niveau français. Donc, c'est pour ça aussi que moi, j'ai envie de faire venir, tu vois, dans ce podcast des gens qui élèvent le niveau et qui cherchent l'excellence dans ce qu'ils font. Donc, c'est ce que je perçois en tout cas Merci. Ouais, de intéressant de l'extérieur. t'entendre. Hmm. Super. Merci beaucoup, Boris. Euh, je regarde mes petites notes. Qu'est-ce que je m'étais noté? On a parlé des réseaux, on a parlé du positionnement. Qu'est-ce que tu dirais que... Non, je vais refaire la question différemment. C'est quoi, selon toi, le plus gros challenge que tu vois chez les coachs qui démarrent? Le plus gros, Ouais, si tu... Un que tu vois fréquemment. bah, Dans ton école ou au quotidien, ceux que tu rencontres. ce que je rencontre, c'est clair, je ne vais pas répéter, mais la pratique. Donc, pour moi, il faut taper des balles, taper des balles, taper des balles. Encore, 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 beaucoup. Euh, donc, c'est la première des choses. Euh, et ensuite, pour moi, le coaching, c'est quand même beaucoup naviguer dans la polarité soutien et challenge. Euh, et je vois beaucoup de coachs qui démarrent qui sont très forts dans la polarité soutenante. Ok. Donc, le Hmm. coaching, c'est doux, il faut accompagner les gens, il faut prendre soin d'eux, etc. Et je ne crois pas qu'on puisse être impactant en tant que coach si on est uniquement dans ce pan-là de de la polarité. Moi, j'aime beaucoup cette phrase qui est moi, je suis ton coach, je ne suis pas ton pote, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être Hmm. amis en dehors, mais quand on rentre dans une conversation de coaching, je ne suis pas là pour te faire passer un moment agréable. Mon job à moi, c'est de. Tu m'as dit, bah, je suis là aujourd'hui, je veux être là demain. Mon job à moi, c'est de t'aider à y aller. Donc, il y a un truc là-dessus autour de Intéressant. oser challenger, oser être un peu impertinent, oser aller questionner l'enjeu sous l'enjeu, oser ne pas faire confiance à son client, oser lui provoquer de l'inconfort, euh, oser remettre en cause ce qu'il dit, oser lui dire qu'il a peut-être pas raison, etc. Euh, donc, Hmm. et évidemment, tout ça, ça doit être fait de manière très juste et très nuancée, très balancée, avec aussi beaucoup de soutien lorsque un individu touche quelque chose qui est dur ou précieux pour lui. Mais ouais, pour moi, je vois le curseur beaucoup côté soutenant et peut-être pas assez côté challengeant. Donc, c'est peut-être un autre biais que je vois beaucoup dans les coachs qui démarrent. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Et moi, j'ai été beaucoup dans la polarité, comme tu disais, très bienveillant, parce que je suis quelqu'un de bienveillant, évidemment. Je suis quelqu'un de très empathique, à l'écoute, etc. Et j'ai vraiment réapprivoisé ce côté challengeant. Parce que je sais que typiquement, moi, j'ai eu pendant longtemps du mal avec le conflit, tu vois. Donc, le fait d'être Hmm, challengeant, ça venait me dire un truc en mode, ah, c'est inconfortable de challenger les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. hmm, Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à être beaucoup plus challengeant avec mes clients, avec les personnes avec qui je discute, qui peuvent être des potentiels clients, bah, j'ai vu qu'en fait, ça bougeait en eux. Il y avait des déclics, ils avaient envie de bosser avec moi, ils me remerciaient de les avoir challengés. Et des fois, c'est inconfortable. J'ai des conversations avec des clients, c'est hmm. inconfortable. Et quelques jours après, ils me remercient. Ils me disent, OK, bah, merci pour ça. Mais comment est-ce que tu fais? Parce que je trouve que c'est pas toujours évident d'être à la fois dans la compassion tout en étant challengeant. Tu vois, comment est-ce que tu fais pour pas être juste en mode, bah tiens, je suis challengeant et c'est brut de décoffrage. Comment tu Ouais. trouves un peu l'équilibre entre je suis pas dans la polarité opposée où j'en ai rien à foutre et... Ouais, elle est chouette cette question, Boris. Et effectivement, je suis d'accord avec toi que être challengeant juste pour être challengeant, ça n'a absolument aucun intérêt. Et pour moi, c'est tout le talent d'un coach, c'est être capable de conscientiser à quel point sa posture, elle est au service de son client à ce moment-ci, dans la situation qu'il est en train de vivre, dans la Hmm. conversation qu'on est en train d'avoir. Et comment je fais? Pour moi, il y a une question que je me pose 50 fois par séance de coaching, c'est qu'est-ce qui se joue? Et en lien avec ça, quelle est mon intention? Et donc, pour moi, il y a beaucoup ça. Être capable en tant que coach de à la fois offrir à son client une qualité de présence incroyable, qui lui donne l'impression qu'à ce moment-ci, il n'y a rien d'autre pour nous qui est important que ce client.
Et en même Hmm. temps, comment à l'intérieur de nous, bah, il y a beaucoup de questions que l'on se pose. Tu sais, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il ne me dit pas? Pourquoi il me dit ça à ce moment-ci? Qu'est-ce qui fait qu'il ne me l'a pas dit avant? Qu'est-ce que ça m'apprend de lui qu'il ne fasse pas ça? Hmm. Comment il se tient? C'est quoi son non-verbal? Qu'est-ce que je perçois émotionnellement de lui? Et plus je suis capable de voir de nombreux paramètres sur ce qui se joue, bah, plus ça m'aide à me poser la question, à me dire, ben, OK, c'est quoi mon intention par rapport à ça ou mon intuition? Et à la lumière de ça, quelle Hmm. est la posture qui va être le plus au service de cette intuition-intention? Est-ce que c'est une posture soutenante qui amène de la Hmm. douceur, de l'accompagnement, de l'empathie? Ou bien non, est-ce que c'est une posture qui amène plutôt challenge, force, impertinence? Et en tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est à quel point mon choix de posture entre challenge et soutien, il est le fruit de ce processus-là qui se passe en permanence à l'intérieur de moi quand je suis face à un client, en fait. Hmm. Super intéressant. Du coup, tu fais confiance assez souvent à ton intuition par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses, le fait d'écouter son intuition en tant que coach? Bah, pour moi, c'est pour ça que le coaching, c'est trop cool. Je suis d'accord. Si c'était juste un process à appliquer, ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Donc, moi, c'est ça que j'apprécie beaucoup dans l'approche du coaching et dans cette discipline. C'est, bah, il y a beaucoup de nous, en fait, en tant que coach. C'est pour ça Hmm. que si je me fais coacher par Boris ou par Thomas, ça va être différent parce que, Bien évidemment, on va avoir sûr. des intuitions qui seront différentes. Et on peut être aidant en écoutant différents types d'intuitions. Mais en tout cas, moi, c'est ça qui me passionne dans ce job. C'est à quel point bah, on développe la capacité d'être à la fois très connecté à l'autre et très connecté à soi. Et je crois qu'un coach, il est aidant dès lors qu'il arrive à maintenir ce double niveau de connexion. Donc, pour moi, l'intuition, elle est centrale dans la pratique du coaching. Hmm. Je te rejoins et je t'ai posé la question un peu de façon, tu vois, j'avais déjà la réponse, mais c'est parce que j'entends des fois des personnes qui ont un peu du mal avec ça, à l'écouter, parce qu'il y a le Hmm. protocole, la structure. Tu sais, Ouais. l'école nous a appris la méthode truc, alors je vais surtout pas sortir de cette méthode, tu vois. Alors, moi, je parle parce que j'ai pas fait d'école de coaching, donc bien évidemment, je fais ce que je veux. Mais évidemment, j'ai des principes, etc., dans la façon d'accompagner. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu des clients, tu vois, qui me disaient, en fait, là, je sens ça, mais en fait, le protocole me dit ça. Donc, en fait, je m'écoute pas, entre guillemets. Et je trouve Hmm. que, enfin, moi, je trouvais ça dommage, quoi. Donc, je suis Ouais. content d'avoir ta perspective là-dessus aussi. Carrément. Et encore une fois, je pense pas que ce soit un ou, tu vois, comme tu le Bien disais. Pour sûr. moi, c'est pas ou la méthode ou l'intuition. Je considère que un coach, tu le disais, c'est un peu un art qu'on maîtrise. Bah, pour moi, ça implique d'être. On parle beaucoup dans l'école, dans mon école, là, on dit excellence technique et méthodologique. Donc, moi, je considère que c'est quand même indépendant de la pratique, tu vois, Évidemment. de maîtriser parfaitement un cadre de conversation et d'être capable d'y insuffler qui on est en tant que coach dans cette méthode. Sinon, ce serait Hmm, chiant à mourir. Enfin, sinon, ChatGPT, il a un protocole aussi, quoi, bien tu vois. sûr, bien sûr. Tu pourrais nous parler un peu des grands piliers, toi, de ton école, qui en font une école qui est différente par rapport à toutes les autres formations, qui existent aujourd'hui? Euh, ce serait très prétentieux de ma part de dire c'est totalement différent des autres écoles, mais en tout cas, les trois pans sur lesquels on s'appuie, nous, c'est un, l'excellence technique et méthodologique. Ok. Donc, nous, on est là pour que les étudiants, ils coachent encore, encore, qu'ils aient des conversations, qu'ils les enregistrent, qu'ils les réécoutent, ils nous les soumettent à nous aussi pour qu'on leur fasse du feedback très qualitatif sur à 8 Génial. minutes 12, tu fais cette question-là, elle est fermée, pourquoi elle est fermée, comment tu pourrais la rendre ouverte, quelle intonation serait plus aidante pour ton client, etc. Sur quoi tu te bases. Enfin, bref. Donc il y a vraiment un truc autour de maîtriser son art, qui est pour moi, Hmm. euh, qui est vraiment central. Euh, la seconde, pour moi, c'est le développement de niveau de conscience du coach. Pour les raisons qu'on a évoquées depuis le début de notre échange, Boris, c'est que euh, c'est ça qui permet de devenir coach plutôt que de faire du coaching. Donc, Hmm. dans l'école, chaque étudiant, dès lors qu'il arrive, il se voit assigner un coach qui va l'accompagner tout au Hmm. long du programme et qui va l'accompagner à la fois sur son propre développement, c'est-à-dire qu'il va vivre un programme de coaching, il va être coaché, il Hmm. va avoir 10 séances tout au long de l'année pour vivre l'expérience qu'il va ensuite offrir à ses clients, ce Hmm. qui pour moi est fondamental. Et puis aussi pour l'aider à avancer sur ses propres sujets de développement. Et puis c'est Hmm. aussi quelqu'un qui va le soutenir sur tout ce qui est en lien avec sa pratique. Ça va être son référent sur dès qu'il a un doute avec un de ses clients, etc. etc. Et, et pour moi, c'est central. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs dizaines d'heures dans la formation qui sont Hmm. consacrées à faire grandir le coach dans son propre développement. Euh, Hmm. et le troisième pilier, c'est développer une activité pérenne et rentable, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Euh, Moi, je considère que le marché du coaching, il pâtit du fait que les gens ne savent pas exactement correctement en vivre. Parce que pour moi, on rentre, j'aime bien cette expression, un peu dans le cycle de la loose, quoi. C'est que
ben, je ne sais pas bien me vendre, donc je vends pas cher. Ouais, mais si je vends pas cher, je ne me forme pas, je ne me fais pas superviser, je ne me fais pas coacher moi-même. Et donc l'impact Hmm. que j'amène aux gens, il est pas, il est bof. Mais sauf que s'il est bof, bah, mes tarifs ils continuent d'être bas, donc je continue de pas me former. Et ça, c'est un cycle pour moi qui est assez infernal. Donc, euh, ouais, pour moi, être capable de bien vivre de son activité, c'est un prérequis pour continuer à apporter toujours plus de valeur aux personnes que l'on va accompagner. Hmm. Donc, c'est sur ces trois piliers que repose en grande partie l'école. Et avec une petite touche, c'est que moi, je crois profondément au cadre dans lequel on apprend. C'est pour ça que dans Hmm. l'école, c'est en résidentiel. Ça s'appelle les sommets du coaching, notre école. Et les formations ont toutes lieu dans un chalet en montagne, un chalet assez quali. Génial. Et les semaines de formation ont lieu dans ce chalet. Les étudiants dorment sur place. On vit ensemble pendant une semaine. Et la dynamique que ça crée de promotion, puisque c'est des groupes de 12 à 15 personnes maximum, bah, ça crée Hmm. une dynamique qui est juste incomparable avec les formations en ligne que l'on peut voir sans Bien jugement. Mais moi, sûr. ça me questionne comment on Hmm. forme des gens uniquement en les voyant à distance. Super intéressant. Et j'aime beaucoup dans tes piliers que tu as en fait différents. Enfin, tu formes aussi bien à devenir un excellent coach, que tu formes à créer ta clientèle, que tu formes le coacher, enfin, tu coaches le coacher lui-même. Je trouve que ton approche, elle est canon pour ça. Et enfin, en tout cas, moi, j'ai rarement vu, tu vois, des écoles qui proposent ça avec cette profondeur-là, de ce que je connais. Donc c'est canon. Merci. C'est quoi les types de profils qui viennent généralement se former avec toi? Euh, Majoritairement, quand même, des gens qui sont en poste. Donc, il n'y a personne qui Ok. n'a pas de job et qui veut se former au coaching. Donc, c'est des gens qui sont déjà bien installés dans des postes de direction ou de management et qui ont deux intentions, soit venir insuffler plus de coaching dans leur pratique et ou de développer une activité de coaching en marge de leur activité actuelle. Donc, Ok, c'est principalement ça le profil des gens qui viennent. très clair. J'aimerais qu'on creuse un peu le dernier pilier. On en a un peu parlé, mais j'aimerais un peu comprendre ton approche par rapport au développement d'activités de coaching. Euh, Qu'est-ce que tu recommandes, tu vois, vraiment à quelqu'un qui sort de ton école, te demande bah, comment est-ce que je fais pour trouver mes premiers clients? Est-ce que toi, j'ai pas parlé de méthode, mais est-ce que t'encourages quand même certaines choses pour que les gens aillent trouver leurs premiers clients ou comment concrètement, qu'est-ce que tu les encourages de faire? Ouais, euh, très concrètement, moi, ce qui m'a aidé, j'essaie de. Pour moi, c'est important de leur partager des trucs que j'ai expérimentés. Et pour moi, ce qui a fonctionné, c'est oser dire que je coachais, en fait. Et oser Hmm. dire aux gens que j'avais envie de coacher, que j'aimerais les coacher. Donc, moi, les premiers entrepreneurs que j'ai trouvés, avant le bouche à oreille, ça a été des gens que enfin, je les voyais en prise à des sujets. Et je me dis, putain, mais je suis convaincu que ça pourrait les aider. Et donc, je leur ai dit. Donc, la première des choses, c'est oser assumer le fait que vous faites du coaching. Euh, Hmm. et la seconde, c'est ne présentez pas le coaching, coachez. Donc, moi, dans ma pratique, il y a pas de plaquette, il y a pas de site web, on s'en branle. L'idée, c'est quelqu'un a un sujet, OK, on book une heure ou une heure et demie et tu coaches direct. Et à la fin du coaching, on dit, bah voilà, c'est ça, travailler avec moi. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle pas? Parce qu'il n'y a rien de plus chiant que d'écouter quelqu'un, pour moi, qui t'explique un coaching. Alors, le coaching, ça va Hmm. être, on va prendre une heure tous les deux, je vais te poser des questions, puis à la fin, c'est toi qui vas trouver tes solutions, etc. C'est chiant à mourir, Hmm. ça, pour moi. Donc, l'idée, c'est fais vivre l'expérience que tu vas ensuite vendre à quelqu'un. Donc, tout ce qui te permet de passer du temps à coacher des gens, tu dois l'encourager, l'inciter, le travailler pour que ça se matérialise plus. C'est la deuxième chose. Et ensuite, pour moi, qui est un troisième sujet, c'est il va y avoir beaucoup dans l'école là de sujets autour de déconstruire nos croyances par rapport à l'argent, la vente, Hmm. la relation transactionnelle, etc. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, quand même, on a des biais. Certains sont à notre Hmm. service et puis d'autres sont très limitants. Et donc, être capable d'oser questionner ces croyances-là que l'on a vis-à-vis de l'argent sur c'est quoi cher en fait en coaching. Est-ce que Hmm. 200 balles c'est cher? Mais alors, Tony Robbins qui facture 1 million, c'est quoi? C'est un escroc ou c'est juste un coach Hmm. incroyable? J'en sais rien, mais en tout cas, Hmm. oser élargir le spectre avec lequel on regarde une relation transactionnelle en coaching, pour moi, c'est fondamental dans le but ensuite d'être à l'aise dans le fait de avoir ce genre de conversation avec des clients. Donc, c'est un peu un mix de, à la fois, encore une fois, être et faire, à la fois être Posture très bon et dans le action. processus et aussi oser questionner, bah, c'est quoi mon rapport à moi dans tout ça. Hmm. J'aimerais juste
avoir ta précision sur toi. Tu disais, je suis totalement d'accord avec l'approche que tu recommandes. Comment est-ce que tu fais? Donc, tu disais, tu invites quelqu'un à une conversation de coaching. Qu'est-ce que tu recommandes de faire pour inviter quelqu'un à une conversation de coaching? Comment est-ce qu'on s'y prend concrètement? Parce que toi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est naturel pour toi, c'est devenu une seconde nature. Mais quand tu as quelqu'un qui est bourré encore de peur, de OK, qu'est-ce qu'il va dire? Comment est-ce qu'on s'y prend concrètement? Ok. Et juste pour pour certains de comprendre ta demande, Boris, dans la mesure où la personne demande d'échanger avec moi ou non, elle est même pas consciente qu'on pourrait échanger ensemble. Je suis à la recherche de mes premiers clients. Ok. Je n'ai jamais invité quelqu'un à une conversation de coaching. Je comprends très bien l'idée d'inviter quelqu'un pour offrir une expérience de coaching et après lui parler de mes prix. Comment est-ce que je m'y prends, entre guillemets, concrètement? Bah, j'ai mon réseau, j'ai peut-être mon LinkedIn, j'ai peut-être des emails, j'ai peut-être mon... Voilà. Comment est-ce que je m'y prends? La personne n'a pas demandé de coaching, c'est moi qui vais proactivement aller lui parler. Comment est-ce que tu Ouais. t'y prendrais? Euh, pour moi, plusieurs manières sont possibles. La première, c'est rendre transparent que je peux offrir des coachings gratuits pour commencer. Euh, Ok. moi, je trouve ça très sain, très juste. Encore une fois, pour moi, ça te permet de taper des balles. Donc, la première chose, c'est ça. La seconde, c'est est-ce qu'il y a des personnes que j'ai déjà coachées qui pourraient me recommander auprès de d'autres personnes? Donc, moi, c'est un levier que j'utilise encore aujourd'hui. La plupart de mes coachings, je les termine aujourd'hui après 10 ans d'activité en disant, bah, OK, tu as apprécié l'expérience qu'on a vécue ensemble. Selon toi, qui pourrait en bénéficier? Et est-ce que tu aurais la gentillesse de nous mettre en relation? Donc, encore une fois, les gens qui vivent des expériences positives, c'est les premiers à vouloir nous recommander. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est juste Hmm. inciter à ça. Donc, demander de l'aide et demander de la recommandation, ça marche très bien aussi. Et encore une Ok. fois, si vous avez aidé quelqu'un, les gens sont ravis de pouvoir partager ce bon plan-là. Euh, la troisième des choses aussi pour moi, c'est que euh, si on a cette crainte-là, plutôt que de rechercher une réponse uniquement process, je pense que ça dit quelque chose de nous en tant que coach aussi. Si le fait de ne pas être Hmm. fluide dans le fait de convier quelqu'un à une conversation de coaching, bah, ça dit quelque chose. Probablement Hmm. qu'on n'a peut-être pas Intéressant. assez pratiqué, etc. Donc moi, j'oserais aussi questionner cet aspect-là. Ok. Si c'est pas fluide, qu'est-ce qui fait que c'est pas fluide? Qu'est-ce que ça protège de pas oser proposer cette Hmm. conversation-là et d'oser questionner cet aspect-là de notre pratique. Encore une fois, moi, je suis convaincu que pour un coach, il y a de la valeur à travailler à la fois le faire et l'être. Donc, avoir un processus qui nous permet d'inviter et d'être capable de questionner, ça veut dire quoi pour moi être serein dans le fait de proposer une conversation de coaching, de quoi j'ai besoin pour que ça arrive, etc. Et d'oser aussi travailler cet aspect-là de notre pratique. Et je te rejoins et c'est intéressant que tu partages ça. Et je te rejoins à fond sur le fait de coacher gratuitement au début. Franchement, quand tu démarres, tu as besoin de peaufiner ton art. Et c'est Absolument. essentiel et c'est pas se dévaloriser au début. Et puis, et puis progressivement, bah, quand on se sent à l'aise, commencer à poser un prix. D'ailleurs, Enfin, comment est-ce qu'on pose un prix pour du coaching? juste avant, si tu le permets, Ouais, avec sur l'aspect plaisir. de la... pour moi, c'est vraiment important. Pour moi, coacher, ça devrait être un non-événement pour un coach. Ok. Ça ne devrait pas être sacralisé, Hmm. etc. C'est-à-dire, euh, c'est comme boire un verre d'eau, en fait. Ça devrait être vraiment d'une fluidité absolue d'entrer dans une conversation de coaching. Et pour moi, rien ne permet ça mieux que coacher, coacher, coacher. Donc, c'est clair que si on sort d'une formation où on a eu 5 heures de coaching avec nos collègues entre nous, bah, c'est clair que la première fois qu'on doit coacher, Hmm. franchement, et c'est normal. Et c'est pour ça que moi, dans l'école, premier jour, les gens, ils commencent à coacher. Au bout de 2 sessions, ils commencent à coacher des gens à l'extérieur. Ils sont supervisés. Il y a un cadre qui les soutient. Hmm. Et le but, c'est qu'ils sortent de la formation en ayant passé 70 à 80 heures face à des clients, en fait. Le but est de Ouais, banaliser génial. cet acte de coaching pour que ce soit un non-événement ensuite dans le fait de le proposer pour les raisons que tu évoquais. Donc vraiment, ouais, pour moi, Hmm. ça, si en tant que coach, là, pour les personnes qui nous écoutent, si vous sentez que il y a une forme de résistance chez moi dans le fait de proposer cette conversation de coaching, bah, je vous invite à probablement taper un peu plus de balles que vous ne le faites Hmm. aujourd'hui. Très juste, très juste. Et, et sujet du prix, du coup, parce que moi, Ouais, c'est une question qui revient souvent, c'est quoi le bon prix? C'est quoi ta perspective par rapport à ça? ouais, vaste sujet. Déjà pour moi, il y a un truc autour du fait que
pour moi, c'est fondamental de trouver un prix qui ne nous fait pas rentrer dans le cycle de la lose. Donc pour Hmm, moi, tous les intéressant. prix qui ne vous permettent pas de continuer à pratiquer avec un niveau d'excellence, pour moi, c'est trop bas. Donc c'est-à-dire que, et ce prix-là, il est dépendant de chacun. Mais personnellement, je considère que en dessous de 200 euros, je pense que c'est compliqué d'avoir suffisamment d'argent sur son compte pour être supervisé dans sa pratique, continuer à se former, être coaché sur les thématiques que l'on a évoquées ensemble. Mon rapport à l'argent, mon rapport à, à l'inconnu, enfin bref, tous les éléments qui sont liés au coaching. Hmm, Donc pour moi, il y a déjà ce premier élément. Ensuite, le second, c'est que moi, je crois beaucoup au fait de vendre des programmes plutôt que des heures. Donc sur le prix, ouais, je considère que c'est harassant pour un coach de vendre des heures. Ok, bah moi je prends 200 euros de l'heure. Ok, si tu vends 200 euros de l'heure, bah mine de rien, pour sortir un salaire qui soit décent à la fin du mois, il faut en caler des heures quand même. Il faut en vendre des ouais. leads, il faut en trouver. Donc je considère que c'est quand même beaucoup plus facile pour un coach que d'être capable de vendre des programmes plus high ticket, un peu plus cher, parce que pour un lead, bah, on a un chiffre d'affaires associé qui est quand même plus intéressant et qui nous permet, qui nous amène pas à nous essouffler dans le fait de trouver 20 clients d'une heure plutôt que 4 d'un programme de 10 rencontres, par exemple. Donc, pour moi, Hmm, dans le prix, il y a aussi cette notion du programme versus de l'heure. Euh, et ensuite, le prix, moi, j'aime cette vision que c'est assez animal. C'est-à-dire que je crois beaucoup au fait que il y a un truc qui sonne juste, en fait, dans le prix. Euh, hmm, et je pense qu'au fond de nous, malgré toutes les méthodes qu'on peut voir sur LinkedIn, chacun de nous sait à peu près un prix qui serait juste. Grosse maille, tu vois. Si je te demandais combien ça coûte un coaching avec Boris, hmm, au fond, tu sais ce que tu aurais envie de demander. hmm, Et donc, pour moi, le deal, c'est bah, qu'est-ce qui me manque, là encore, sur le volet de lettres, pour être pleinement aligné sur le fait de demander 200, 300, 500, 1000, 2000 euros de l'heure, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je hmm. crois beaucoup au truc de ça se sent quand quelqu'un vous annonce un prix qui est juste pour lui, ou bien si c'est fébrile. Et un des marqueurs de Ouais, c'est ça, et après intéressant. j'arrête, c'est pour moi, si on est aligné avec son prix, ça doit s'annoncer le prix de mon programme, c'est X, silence. Hmm, S'il y a trop de phrases qui viennent justifier ça, là, c'est qu'il y a un truc chez vous qui est quand même pas vraiment aligné. Oui, donc il y a ça, mais aussi il y a ça, et puis il y a ça qui vient avec le prix, puis t'inquiète si tu veux payer en plein. Pour moi, là, les gens qui me survendent le fait que ce prix-là, il est juste, il y a un truc qui n'est pas aligné pour moi, et je suis convaincu que ça se sent. Donc, prix, silence, c'est un bon marqueur, je trouve. hmm. J'aime beaucoup cette idée et j'aime beaucoup aussi l'idée de, tu vois, tu vois, d'être capable de donner son prix sans bafouiller, sans avoir une crispation ou tu vas faire une crise cardiaque. Et je trouve que c'est un bon indicateur. Et je trouve que ta perspective par rapport au fait de assez vite intégrer que par rapport au prix de tes accompagnements, il faut que tu évites le cycle de la loose, je trouve ça génial. Hmm. Je trouve ça cool parce que en fait, ça te permet direct de dire, OK, bah, j'ai envie d'être dans l'excellence dans le coaching. Je sais que j'aurai ces charges-là. Je sais que pour y arriver et avoir un niveau de qualité avec mes clients, je ne pourrai pas dépasser X heures. Je sais que j'ai besoin de faire la prospection, etc. Et en fait, tu te rends compte très vite que les modèles à l'heure, pas cher, ça fonctionne pas. Moi, Hmm. tu sais, certains de mes clients qui étaient sur des modèles, je suis en cabinet, 70 euros de l'heure, etc., qui galèrent à joindre les deux bouts et qui ont leur cabinet rempli. Hmm. Et je trouve, Hmm. C'est dur, hein, je trouve. c'est dur et c'est surtout que j'ai dû, je sais pas comment ils font pour enquiller 10 heures par jour, un niveau de qualité élevé, plus développer leur entreprise. Tout ça pour à peine payer les factures et pas avoir d'argent de côté, pas avoir d'argent pour la famille. Enfin, Ouais. que c'est compliqué, hein. Je trouve que c'est compliqué. Donc le prix est quand même un vrai sujet. Euh, et je trouve aussi, c'est qu'en fait, quand tu vends des prix premium à étiquette, etc., c'est que ça favorise aussi le relationnel. C'est que tu vas moins courir après 20 personnes en même temps. Tu vas en fait focaliser ton temps pour cette personne, pour cette conversation. Moi, avant, tu sais, il y a 2 ans, quand je me suis lancé dans l'accompagnement, j'avais des prix qui n'étaient pas si chers que ça. Parce que c'était des prix accessibles, parce que je démarrais. En fait, je me suis rendu compte que quand j'ai
quand j'ai commencé à faire les calculs, je me suis dit, mais d'accord, en fait, pour gagner ça, il faut que j'ai X personnes chaque mois. Mais en fait, Hmm. l'équation, ça fonctionne pas. Ça Ouais, marche fin pas. du jeu, Donc, ouais. c'est Ouais. fin du jeu. Je me suis dit, non, mais là, stop, quoi. Tu vois, moi, j'aime bien l'image de dire que qu'entrepreneur, tu as soit des problèmes de drama, donc par rapport aux histoires que tu te racontes, les croyances, soit les problèmes de maths, les problèmes de mathématiques. Hmm. Et ben, des fois, il faut juste faire l'exercice et se dire, en fait, ça ne marche pas, donc il faut Hmm. jouer, recadrer un peu le truc, quoi. Et je pense que on en revient encore avec le fait que beaucoup de coachs en France ne sont pas pleinement entrepreneurs et prennent pas le temps de faire ça. T'es pas obligé de faire un prévisionnel sur 10 ans, mais simplement faire un petit calcul et voir, OK, est-ce que mon équation, elle tient ou elle tient pas? Très juste. Hyper aligné avec ça, Boris, ouais. Tu vois? Et simplement, même si tu te dis, j'ai besoin d'avoir Euh, j'ai envie de créer, je sais pas, X clients ce mois-ci, combien de conversations je dois avoir. Et déjà, en fait, tu te dis, est-ce que je mets l'énergie au bon endroit, quoi. Absolument. Absolument. Donc, j'aimerais bien t'emmener, Thomas, sur un dernier sujet, l'avenir du coaching. Comment est-ce que tu le vois, toi, les prochaines années? Euh, Vaste question. C'est une Euh, vaste question. et euh, modestement, enfin, en tout cas de mon humble perspective, euh, moi, je suis convaincu que il va y avoir de plus en plus de demandes de coaching. L'évolution du monde, pour moi, elle va quand même plutôt vers cela. C'est mon regard, en tout cas, c'est ma croyance. Et, euh, et on va avoir de plus en plus besoin de coachs excellents, incroyables. Donc, je crois Hmm, vraiment au fait que le marché va s'étirer. C'est-à-dire que je pense que pour les coachs moyens ou sans jugement, qui apportent pas beaucoup de valeur à leurs clients, ça va devenir de plus en plus dur. Et je pense par contre que pour ceux qui vont y arriver, ça va devenir enfin, le marché va être ouais. assez ouf. Euh, donc, moi, je le vois vraiment comme bah, le marché va vraiment se professionnaliser et récompenser les gens qui vraiment euh, surperforment ce marché-là. Hmm, Donc, pour moi, ça va vraiment être fondamental de deux choses. Un, enfin, jusqu'à présent, moi, je pense qu'il y avait un gros delta entre quelqu'un qui était formé et quelqu'un qui n'était pas formé. Tu vois. Au début, déjà, le simple fait hmm, d'être formé, c'était déjà ouf. Le seul hmm, problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est très facile de se former et donc ça va plus être hmm, différenciant. Donc, le truc, ça va être dans la qualité de la formation que ça va hmm. se jouer. Et ensuite, je crois beaucoup au fait que la plupart des écoles, quand même, forment beaucoup de coachs d'un coup. Ce qui pour moi, amène des sortes de moules un peu de, bah, tu sais, il y a 60 personnes qui sortent en même temps, puis on en fait 10 par an, donc on diplôme 600 personnes par an. Et donc, je trouve que ça va être fondamental de parvenir à trouver, c'est quoi ma couleur de coach. Ce qui fait que si je vais voir Boris, je sais que ça va être Hmm. singulier parce que. Et, et donc, pour moi, je pense que le marché va renforcer de plus en plus ces coachs-là qui ont un petit truc différenciant, spécifique, dans lequel ils excellent Hmm. et qui fait que bah, c'est ces gens-là avec lesquels on a envie de bosser. Euh, donc voilà, moi c'est ça, je Ouais, pense. Je suis ouais. curieux de toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ouais, je suis raccord avec toi. On en vient à cette idée sur ton dernier point sur la singularité de chaque coach et réussir à la communiquer, forme de positionnement aussi. Qu'est-ce qui va faire que je vais Ouais, aller bosser avec Thomas ou Boris? Parce que, comme tu dis, aujourd'hui, on est dans un marché qui commence à... Il y a de la place, bien évidemment, mais plus il y a d'acteurs, plus en fait on a besoin de se dire, OK, est-ce que je vais choisir X, Y, Z? Et je pense que le meilleur conseil que j'aurais à donner, c'est en fait être soi-même et oser explorer les différentes facettes de sa personnalité et y aller à fond, tu vois. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'important. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'IA avec le coaching? C'est une question que j'aime bien poser en ce moment, à mes ouais. invités. Euh, Moi je suis assez convaincu que l'IA peut renforcer l'expérience pour un coaché en dehors des rencontres avec un coach. Euh, Ok. Dans la capacité à fournir des pratiques au top, dans la capacité de créer des expériences asynchrones entre les rencontres qui peuvent soutenir le Hmm, développement de notre client. Moi, je crois beaucoup à ça. Puis ça va dans ma vision aussi de moi, je vends des programmes. Donc, ça hmm, permet de gérer le moment entre certaines de nos rencontres. Donc, moi, c'est quelque chose que j'utilise déjà pas mal aujourd'hui sur cet aspect-là. Euh, ok. et aussi, l'autre truc, c'est que bah, pendant un moment,
pour être solopreneur ou pour avoir une activité de coach, ça impliquait de s'entourer de gens qui avaient d'expertise qu'on n'avait pas. Et donc, ça a augmenté la complexité Hmm. d'être entrepreneur dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, pour moi, avec l'IA, bah, ça permet quand même à beaucoup de gens d'avoir accès à des compétences qui leur permettent de mener Ouais. sereinement une activité de solo. En tout cas, c'est ouf, hein. Moi, je vois, j'ai monté l'école euh, euh, à deux avec mon épouse et sans l'IA, jamais je fais ça en fait. Hmm. Donc, c'est prodigieux ce que ça permet. Bien sûr. Ouais. Est-ce que ça remplace le fait que je suis face à un client? Certainement pas. Est-ce que ça change les dispositions qui me permettent d'être au top quand je suis face à mon client? Certainement. Hmm. Vachement intéressant. J'aime beaucoup cette idée. Comment est-ce que tu l'utilises entre les rendez-vous avec tes clients? Donc, tu Euh, disais en soutien dans tes programmes. Ça m'intéresse. bah, Moi, j'apprécie beaucoup entre chacune de nos rencontres. Moi, quand les gens ils prennent un programme avec moi, ils ont accès à un outil dans lequel il y a le suivi de toutes leurs séances, des ressources et des pratiques que je leur donne. Et bah, moi, j'ai beaucoup de volume en fait en client. Tu vois, je sais pas en ce moment si j'ouvre mon suivi. En ce moment, j'ai 18 clients Mhm. en coaching. OK? Et bah, ces 18 clients, je les vois toutes les 2 à 3 semaines. À chaque fois, il y a des pratiques à écrire. Puis moi, j'aime bien que ce soit. Et donc, ben, plutôt que de passer 1 heure et quart à écrire la pratique comme je le faisais avant, tu vois, je t'invite Hmm. à faire ça. Bah, pour moi, ChatGPT, ça m'a permis d'industrialiser cet aspect-là de ma pratique, ce qui fait que Ok. pour la personne en face de moi, il y a un truc qui est vraiment hyper quali. Et moi, ça m'a permis d'y dédier moins de temps parce que c'est pas là où il y a le plus de valeur à ce que j'y passe 1 heure et demie, quoi. Donc, Hmm. sur tous ces pans-là, ça m'a beaucoup aidé, ouais. Ok, très clair. Tout ce qui est parti un peu retranscription, etc. Ouais. De tes rendez-vous, de tes prises de notes. Ok, très clair. Est-ce qu'il y avait un sujet qu'on n'a pas abordé, Thomas, que tu aurais voulu aborder, ou un mot de la fin? Euh, Sujet qu'on n'a pas abordé, moi je m'en remettais à toi, Boris. J'ai l'impression qu'on a déjà tablé large, donc c'était très agréable. Et le mot de la fin, Un euh, message que tu aurais envie de passer peut-être aux coachs qui nous écoutent. euh, le coaching c'est prodigieux, véritablement. C'est incroyable, c'est magique et ça requiert l'excellence, ni plus ni moins. Pour moi, quelqu'un qui vient nous fait la confiance d'accepter de travailler avec nous pour l'accompagner dans son cheminement. Il y a un truc sacré qui se joue là-dedans pour moi. Et Hmm. donc, face à cette confiance, le meilleur moyen que l'on a en tant que coach pour honorer cette confiance, c'est d'exceller dans notre pratique. Et donc, moi, je considère que euh, beaucoup de gens euh, ont l'intention d'exceller. Peu de gens ont la capacité à mettre de la cohérence dans leur vie pour que ce Hmm. soit ça qui se passe. Donc, l'invitation que j'ai pour vous, c'est si vous envisagez le coaching et de vous former au coaching ou d'aller dans cette carrière-là, c'est magnifique. Ça comble tellement de besoins incroyables chez le coach comme chez le coaché. Mais ayez la rigueur de vous poser véritablement la question de à quel point je suis prêt à m'engager complètement dans une quête d'excellence dans cette pratique. Euh, si la réponse est non, questionnez-vous. Si la réponse est oui, ça va être ouf. J'adore. Merci pour ce mot de la fin. Merci Thomas. Où est-ce qu'on te retrouve pour ceux qui ont raisonné avec ce que tu as partagé? Bah avec plaisir, Boris. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec Avec toi. Merci plaisir. pour la qualité et la profondeur de tes questions. Et pour me retrouver, bah, moi, je publie tous les jours sur LinkedIn. Donc, c'est un peu Hmm. la pause café pour moi. Et puis sinon, bah, l'école, c'est lessommetsducoaching.com. Et sur LinkedIn aussi, j'ai une newsletter sur laquelle je partage mon quotidien de coach. Super. Bah, écoute, je te remercie. C'était un plaisir aussi pour moi, Thomas. Et je mettrai les liens dans la légende de l'épisode. Les gens pourront aller voir et te suivre sur LinkedIn et découvrir un peu tout ton univers. Merci à toi, Thomas. À Un bientôt. plaisir. Merci beaucoup, Boris. À très bientôt. Bye bye.